Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour votre édition de ce vendredi 2 septembre. Aujourd'hui, retour sur la rentrée des classes à Saint-Paul-et-Dax. Rentrée également en rugby pour le Tyros avec un match amical contre Tarbes. Nous irons ensuite à Souston pour y découvrir un nouveau commerce avant de suivre à Sainte-Marie-de-Gosse la foire agricole et artisanale pour finir par les fêtes d'Azur. Notre équipe a assisté pour vous à la rentrée de l'école élémentaire Marie Curie à Saint-Paul-et-Dax. Une rentrée placée sous le signe d'une sécurité renforcée à l'entrée des établissements scolaires, mais pas seulement. Du matériel numérique faisait son apparition en ce premier jour de classe. À l'école élémentaire Marie Curie cette année, les parents font le bisou de la rentrée devant les grilles, mais ne rentreront pas. Sécurité oblige. Les mesures de sécurité, nous les faisions déjà puisque nous étions sous le plan Vigipirate. Donc il y avait déjà eu plusieurs exercices de confinement et d'évacuation chaque année. Et donc nous en ferons un peu plus. Nous serons un peu plus vigilants sur toutes les entrées effectivement d'adultes dans les écoles de Saint-Paul. Passé l'entrée, on compare les cartables et on retrouve les copains chez les grands qui cette année sont au nombre de 615 en élémentaire dans les 4 établissements de la ville contre 335 en maternelle. Nous avons 950 enfants dans les écoles de Saint-Paul, une légère baisse par rapport à l'année dernière qui a fait que malgré notre lutte conjointement avec les parents d'élèves, nous n'avons pas pu conserver une classe et il y a eu une suppression de classe. Mais nous sommes très attentifs parce qu'on sait que les effectifs fluctuent beaucoup et peuvent augmenter très vite. Donc nous serons très attentifs toute cette année pour l'année prochaine et éventuellement demander une réouverture de classe. Et pour continuer à améliorer les écoles, un nouvel outil a fait son entrée, le tableau numérique. Cette année, toutes les écoles élémentaires ont été équipées de tableaux numériques et de rétroprojecteurs. Et cette année, nous avons commencé les maternelles par Marie Curie et les autres maternelles suivront très vite. C'est interactif, c'est effectivement des jeux, apprendre à lire, pour que les enfants puissent effectivement travailler plus efficacement peut-être et plus en interaction. Certains sont à la lecture, d'autres prêts à écrire. La rentrée est plutôt réussie. Pour être allé chez les petits de maternelle, la première rentrée, il n'y avait pas tant de pleurs que ça. C'était plutôt calme et voilà, après peut-être que ça se gâtera dans la semaine, mais aujourd'hui pour le premier jour, c'était plutôt calme et plutôt joyeux. Du côté des CM2, les trousses sont posées, les livres sont prêts à être distribués. La nouvelle année scolaire commence. Avant la reprise officielle, le 18 septembre prochain, l'US Tyros recevait pour se mettre en jambe un des favoris à la remontée en Pro D2, Tarbes. Un match amical qui donnait aux nouveaux pensionnaires de la Fougère l'occasion de prendre leur marque. Nouvelle saison qui démarre pour le club US Tyros, le moment de faire le point sur les nouveaux effectifs de l'équipe première ainsi que de leurs ambitions et leurs attentes de cette année. Ce qui a changé principalement, c'est l'encadrement. Après, c'est vrai qu'on a changé quelques joueurs. Il y a des nouveaux qui sont venus, certains qui nous ont quittés. On a un pilier droit qui nous vient d'Angemont, sur qui on fonde de gros espoirs, c'est Jean-Baptiste Cassagnier. Après, on a Michael Didillon, qui était resté un an sans jouer, qui vient de Saint-Jean-de-Luz, un talonneur, qui remplace numériquement Paco Rodriguez, qui a pris sa retraite. Et après, bien sûr, en troisième ligne, nous avons récupéré Thibaut Vizersan, qui a joué, lui, bien sûr, au plus haut niveau, et à Albi en Pro D2 et à Bayonne, donc voilà, qui rejoint son frère et qui a été formé bien sûr à Tyros, mais on est très content de ce retour. Et après on a pris aussi 2 jeunes qui peuvent jouer ouvreur ou centre ou demi-mêlée, qui viennent des espoirs, l'un de Bayonne, et même s'ils ont joué les deux aux espoirs de Bayonne, voilà, sur qui on fonde mais aussi des espoirs, et c'est surtout l'avenir. On a eu la chance de pouvoir bénéficier du concours de Benoît Auguste, parce qu'on est toujours à la recherche de ce qui se fait de mieux pour nos joueurs, pour qu'on continue à jouer le plus haut niveau et pour continuer à faire progresser nos joueurs avec un niveau d'exigence qui se rapproche au niveau professionnel. Et bon, mais quand on a la chance de pouvoir bénéficier de ce concours-là, on ne s'en prive pas, même si c'est que pour 1 an, voire 2 ans, c'est tout bénéfique pour le club, pour les joueurs, parce qu'il leur apportera son expérience de joueur de très haut niveau, son expérience d'entraîneur de Pro D2, voilà, et donc je pense que c'est bien pour le club.
Les ambitions de cette année, puisque nous sommes dans une poule régionale, c'est de se qualifier et c'est de jouer bien sûr les phases finales qui mènent à un titre de champion de France Jean Prat, comme ils appellent, bien sûr avec pas la possibilité de monter. Donc nous on jouera pour jouer les 2 premières places de la poule pour être le mieux placé sur les matchs de phase finale. Perdu 45-7 contre Tarbes au match aller, cette nouvelle équipe tyrossaise devait jauger sa capacité lors du match retour. Une première mi-temps prometteuse avec un essai, mais rattrapée en deuxième période par des adversaires redoutables. Une rencontre serrée puisque chaque équipe réalise finalement 2 essais, avec un avantage pour les adversaires qui terminent le match 14-12. Une prestation qui reste néanmoins satisfaisante pour le nouvel entraîneur. L'objectif final n'était pas annoncé comme la victoire, même si on ne joue jamais pour perdre, on joue toujours pour gagner. On avait certaines phases de jeu que j'avais demandé d'être très propres, notamment sur les portées, notamment sur la défense. Je crois que c'est mission accomplie. Il n'y a pas besoin de s'exciter, il n'y a pas besoin de s'énerver, il faut avoir la sérénité. Tout peut arriver sur un match, dans un sens comme dans un autre. Mais bon, après voilà, aujourd'hui, je dirais le point noir, ça a été tous ces petits détails qui nous ont empêchés d'aller derrière la ligne et peut-être de remporter ce match. On va garder ce même envie de jouer au rugby, cette envie de déplacer le ballon, de jouer. Voilà, il y a souvent plusieurs styles de jeu. Je crois que je suis plus adepte d'un jeu à l'australienne ou néo-Z qu'à la sud-africaine. Voilà, je crois que tout le monde est capable de jouer au rugby, de se faire des passes et souvent c'est plus sympa à la sortie, on prend plus de plaisir. Le travail qui a été fait la saison dernière a été du travail que je ne jugerai pas, au contraire, chacun fait le sien. Moi j'ai repris un groupe très intéressant avec des joueurs qui aiment le rugby. Voilà, c'est des joueurs qui travaillent toute la journée, qui viennent s'entraîner le soir. Donc s'ils viennent, c'est qu'ils ont envie, et s'ils reviennent, c'est que c'est bien. Je crois qu'on a créé une belle petite ambiance avec ce premier stage à Souston, et voilà, je reste encore en disant que le premier objectif, c'est le match à Nantes, mais ça va être compliqué. Entraîneurs, dirigeants, joueurs sont dans la lancée. Les supporters peuvent rejoindre le club en devenant socios. Je vous propose maintenant de découvrir un nouveau commerce soustonnais, à la brasserie sandwicherie à l'Oval, à l'ambiance rugby comme son nom l'indique, mais où tout le monde est bienvenu, sportif de tout horizon ou non. Avenue du Maréchal Leclerc à Souston, Philippe Lot, ancien joueur international de rugby à 13, a ouvert sa brasserie à l'Oval, où l'esprit rugby est présent jusque dans les assiettes. Sur la sandwicherie, les gens ils vont manger des sandwichs dans des ballons de rugby. Voilà, ce sont des sandwichs avec, comme un ballon, pareil, avec les boules noires, comme les anciens ballons des années 70, qu'on ouvre sur le dessus et on met tous les ingrédients dedans. Ce pain en forme de ballon de rugby, Philippe Lot en a rêvé et un boulanger cabretonné l'a réalisé pour lui. Christophe, pour ne pas le nommer, et qui m'a fait des sandwichs en forme de ballon de rugby, à savoir celui-ci, le premier en junior qui est en 200 grammes et l'autre qui est en 300 grammes qui est le senior. Que nous gardissons et qui, au fur et à mesure qu'on le garnit, il gonfle encore plus. C'est copieux, c'est fabuleux. Copieux et garni avec des produits du marché, car le patron et son chef sont attentifs à la fraîcheur et à la qualité gustative des produits. On ne fait que du frais et strictement rien de surgelé. Ça viendra des producteurs et du marché le lundi et certaines choses de métro. À l'Oval, il y a la partie sandwicherie, mais aussi la brasserie, où les clients peuvent profiter de l'écran géant pour suivre évidemment les matchs de rugby ou tout autre grand événement sportif. À l'étage, c'est un restaurant TV avec un écran en 215 en diagonale, qui est vraiment très très large et très très haut. Et on va diffuser le top 14 très souvent. Donc il y aura des matchs assez souvent le soir. S'il y a des gens qui veulent venir en toute détente et toute convivialité, venir voir le match et puis manger des trucs sympas, ben ça sera super parce qu'ils verront tous la télé et personne ne sera gêné. Côté cuisine, Philippe Lot mise sur la simplicité, mais avec toujours à l'esprit la qualité, la quantité et la convivialité. Il y a beaucoup de gens maintenant, dans les restaurants, vous savez, on prend un hors d'œuvre, après il y a le plat, après il y a le fromage, après il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop envie de passer 1h30, voire 2 heures à table. Chez nous, ça n'arrive pas. Donc ils ont une assiette de 30 cm sur 30 où il y a de tout dessus. Ils ont même de l'hors d'œuvre dans les à côté, un dessert, du bon vin, du très bon vin même. Et ils ne passeront pas 2 heures à table. Ils vont bien manger et puis ils passeront une heure agréable à table sans problème. C'est très bien, excellent, très bon. C'est varié, c'est à la cuisson impeccable. Je recommande les Soustonnais de venir à l'Oval. À l'Oval est ouvert tous les jours, sauf le lundi soir et le jeudi. Et vous pourrez y retrouver le pilier, l'ailier, l'ouvreur ou encore le kiwi ou le springbok, aussi bien sur l'écran géant que dans votre assiette.
Partons maintenant à Sainte-Marie-de-Gosse où chaque année, fin août, le petit village s'anime avec les fêtes, mais aussi avec la foire agricole et artisanale. Une foire avec son traditionnel comice agricole qui attire tous les ans éleveurs et spectateurs. Les uns pour présenter leurs bêtes et les autres pour admirer de belles blondes. D'Aquitaine, cela va de soi. Pour la 21e édition cette année sur la place du village, l'annuel comice agricole de Sainte-Marie-de-Gosse a eu lieu. Chaque éleveur de la commune a pu participer en emmenant ses plus belles bêtes. Alors aujourd'hui, concours communal, l'un des seuls en France, où à 6 éleveurs, on réunit autour de 120 bêtes sur la place du village pour faire un petit concours où il ne faut pas croire que ce n'est pas qu'une présentation, c'est un vrai concours avec des sections qui se jouent, toutes sections de femelles et de mâles, et c'est vraiment un concours, donc il y a vraiment un enjeu. Voilà, c'est les bêtes qui vont ressortir les leaders de ce concours, qui pourront prétendre à se classer dans d'autres concours supérieurs, tels les départementaux, régionaux, nationaux et ainsi de suite. Je pense que le comice il existe depuis, il faut demander aux plus anciennes du coin et je pense que même eux l'ont toujours connu quoi. Donc voilà. C'était à l'époque de la monte et de la monte publique et tout ça, et il y avait déjà des regroupements et donc des comices quoi, voilà. Donc les éleveurs reçoivent des prix offerts par différents partenaires et artisans locaux ou autres. Sur les 2 rings installés sur la place, chacun a pu exposer ses bêtes pour ainsi les comparer aux autres du même poids et du même âge sous le regard des visiteurs. Le comice est séparé en différentes catégories d'âge. Et donc du coup il y a des génisses de 6 à 9 mois, de 9 à 12 mois, de 12 à 16 et ainsi de suite. Et, voilà, et donc chaque éleveur a dans son lot de bêtes des animaux qui correspondent aux sections. Et donc il les présente quand ils sont appelés. À la fin il y a un championnat entre tous les premiers prix. Donc ils sélectionnent leurs bêtes dans leur élevage et ensuite les préparent à venir au concours. Il faut savoir qu'ils ne peuvent pas mettre n'importe quelle vache. C'est un travail d'éducation et de les amener à la corde et qu'elles restent tranquilles, attachées aussi aux chaînes pendant la matinée. En plus sous une chaleur torride comme aujourd'hui, c'est difficile pour le bétail. Donc il a fallu beaucoup les arroser et leur donner à boire en permanence. Moi je fais partie d'un des troupeaux les plus importants et aujourd'hui présente, moi j'ai 30 bêtes. Un rendez-vous que les éleveurs ne manqueraient pour rien au monde, mais loin de l'esprit de compétition, c'est ici une ambiance amicale qui règne entre tous les éleveurs. Oui, en fait, oui, bon, ça nous rapporte rien, c'est juste pour la convivialité et le plaisir de maintenir une tradition ancestrale, quoi. Voilà. Alors moi je suis le troisième de la troisième génération de ma famille. Donc, mon grand-père était présent sur ces concours, était l'un des éleveurs présents il y a 250 ans, ou peut-être plus, mais je n'ai pas les premières années. Mon père a perduré et je suis là aujourd'hui. Et mon fils ne doit pas être très loin et parti pour. Voilà, même si on espère que l'agriculture se défende un peu mieux qu'aujourd'hui. Cette foire séduit aussi les visiteurs pour son repas. Chaque année, plus d'un millier de gourmets font le déplacement pour déguster la blonde d'Aquitaine. Un repas qui demande une organisation sans faille. Notre journaliste a suivi ces bénévoles de la cuisine au service. Lors de la foire de Sainte-Marie-de-Gosse, plus de 1000 visiteurs viennent déguster son traditionnel repas, le pot-au-feu. Un événement qui depuis plus de 20 ans demande une sacrée organisation. Donc là, actuellement, on se trouve à l'intérieur du chapiteau. C'est la salle de repas pour le midi, là. Donc on a à peu près 1088 places assises au premier service. Les gens rentrent dans le chapiteau et on commence à remplir le chapiteau par le fond. On met une serveuse en face de chaque table et à partir du moment où la rangée de table est prête, que tout le monde est assis, on commence à servir les gens et on fait suivre tout le repas. Voilà. Et elle sert 32 personnes en suivant. Voilà. En cuisine, une cinquantaine de bénévoles s'attellent à leurs tâches respectives, à commencer par le plat principal. Le pot-au-feu ici on fait que le faire réchauffer quoi. Il a été cuit auparavant par une autre équipe dans un laboratoire quoi. Mais on retrouve le bœuf, la viande qui n'est pas, enfin, les morceaux qui ne sont pas grillés quoi. Et on le fait cuire avec des légumes, ça fait un bouillon, des carottes, poireaux, oignons. Il y a un peu de tout. On prend la commande et on envoie le plus rapidement possible, quoi. En parallèle, des adeptes de la plancha font cuire également des viandes.
Et là, c'est la viande de bœuf. Voilà, des morceaux à griller, principalement, entrecôte, basse-côte, bavette, tout ça, quoi. Et la viande qui arrive là du camion, là, on est toute l'équipe là et on la sort, on la fait cuire à la plaque bien chaude. Un aller-retour et l'assaisonnement ensuite par la suite, sel, poivre et on envoie au service, quoi. Le tout accompagné par des frites pré-cuites en amont pour gagner un peu de temps. Donc nous avons environ 350 kg de frites à préparer pour tout le repas de ce midi. On les égoutte correctement et ensuite on les met dans des caisses pour les égoutter encore. Et on a d'autres préposés qui dessalent, qui les brassent et pour les servir dans les plateaux. Après que les plats soient envoyés, les desserts font aussi leur entrée. À la demande des serveurs, je prépare les saladiers de salade. La vinaigrette est tout à fait classique, de la moutarde, du sel, du poivre, du vinaigre rouge et de l'huile uniquement. Elle sera servie avec le fromage et la confiture. Du fromage du Pays Basque et voilà, et après nous avons donc le pastis d'Ozourt de la famille Laborde, du très bon pastis, je dirais même le meilleur pastis des Landes, et la crème anglaise qui va avec. Une fois que les clients ont terminé leurs assiettes, les plongeuses prennent le relais afin de renouveler les couverts. Alors il faut quand même un minimum d'organisation pour pouvoir relancer quand même quelques couverts sur la table pour les serveuses. Donc on va passer à peu près tout l'après-midi à nettoyer, essuyer, ranger, compter. Et voilà, vers 19h-20h, on devra avoir terminé et tout devrait bien se passer pour cette bonne journée. Un service en continu avec des produits de qualité, une organisation irréprochable, le tout dans la joie et la bonne humeur, voilà ce qui finalement fait la réputation de ce banquet traditionnel. C'est pour ça qu'on vient chaque année parce que c'est hyper bon ici. Ah, excellent. Impeccable. Et toi, t'as trouvé bon? Et lui, il a trouvé bon? Bien, bon. C'était mauvais, mais on va revenir. On va revenir l'année prochaine. On revient. En plus des traditionnelles courses de trottinettes, concours de pétanque et tournois de foot, le comité des fêtes d'Azur s'est démarqué cette année en inscrivant au programme des fêtes le lancer d'espadrilles. Locaux et touristes ont donc tenté de réaliser la plus grande distance de lancer pour remporter le trophée. Regardez. Pour se démarquer du programme habituel des fêtes de village, cette année, le comité des fêtes d'Azur avait décidé d'organiser son premier concours de lancer d'espadrilles. C'est mon fils qui a eu l'idée, donc on s'est dit pourquoi pas tenter et finalement je pense que ça a plu à pas mal de participants. La règle, c'est celui qui envoie l'espadrille forcément là le plus loin. Donc nous avons un trait au départ, on met une espadrille à un pied et on essaye de lancer le plus loin possible. 3 essais c'était et le meilleur des 3 essais, on retenait ce résultat-là. Si le challenge semble simple, rares étaient ceux à réussir du premier coup. Quant à la façon de lancer l'espadrille, chacun avait sa technique. La compétition était ouverte à tous et pour beaucoup, ce concours était une première. C'est sûr que je pense le Belge ne devait pas connaître ça là-bas, donc voilà, ça montre un peu aussi nos coutumes et traditions dans les Landes, et donc ce qui a bien fonctionné. Le meilleur lanceur des enfants et celui des adultes se sont vus remettre un trophée. Après une bonne journée de travail au frais, voilà, on m'a inscrit, enfin ma femme m'a inscrit et on a fait le premier lancer et on a fait le premier record, voilà. Premier essai, j'ai fait 20 mètres et voilà. On a été surpris même, mais bon, avec le beau temps à Azur, on a quand même réussi voilà, le bon lancer. Le concours du lancer d'espadrilles pourrait bien refaire surface à Azur. Autant les adultes que les enfants, je pense, se sont amusés et nous renouvellerons l'expérience l'année prochaine. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, passez un bon week-end.